Bonjour, ça me fait très plaisir d'être avec vous cet après-midi. Je vous remercie d'ailleurs de prendre un petit moment cet après-midi pour qu'on puisse échanger ensemble au sujet des méthodes d'entraînement qui peuvent être mises de l'avant, qui peuvent être proposées au service de la mobilité. Euh, alors, euh, Simplement un petit complément d'information. Effectivement, je suis chercheur à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal et je suis aussi conseiller scientifique à l'Institut national du sport du Québec. Et vous constaterez que tout au long de la présentation, il y aura des liens qui seront effectués entre la performance sportive, celle qui est souhaitée par les athlètes de haut niveau, mais aussi donc la performance fonctionnelle. Et on tente par nos travaux de démontrer ou d'utiliser des méthodes d'entraînement qui peuvent être proposées aux athlètes de haut niveau dans la perspective d'améliorer la performance fonctionnelle dans la vie de tous les jours. Donc, il y aura quelques références là, qui seront faites durant la conférence à ce sujet. Je crois comprendre qu'il y aura évidemment une période de questions. Donc, si vous avez des questions, il faudra les garder pour la fin de la présentation. Vous pourrez les rédiger dans le forum de discussion. Et puis à ce moment-là, quand la présentation sera terminée, on prendra évidemment le temps de répondre à ces questions. Donc, ne vous gênez pas, n'hésitez pas à les écrire dans le forum de discussion, vos questions. Et puis comme ça, on aura l'occasion d'y revenir à la toute fin de la présentation. Alors, sans plus tarder, on va se lancer donc dans cette conférence. Ça marche, des méthodes d'entraînement au service de la mobilité. Voici le plan de match que je vous propose. Donc, 5 sections. D'abord, une première durant laquelle on va faire l'éloge d'une certaine vitesse de marche. Ensuite, il sera question d'une brève analyse de la marche et on va tenter de répondre à la question quelles sont les qualités physiques qui sont nécessaires pour justement maintenir une certaine vitesse de marche. On va ensuite, bien sûr, aborder différentes méthodes d'entraînement. Quelles sont ces méthodes d'entraînement qui sont disponibles pour pouvoir améliorer et maintenir la marche? Et on va aussi s'intéresser aux effets de l'arrêt de l'entraînement. Il peut y avoir toutes sortes de situations dans la vie qui nous amènent à éventuellement arrêter l'entraînement. Puis on va donc essayer de comprendre quels sont les effets de l'arrêt de l'entraînement. Et on va conclure donc en évoquant certains principes d'entraînement et en proposant une démarche pour que vous puissiez poursuivre ou vous engager en fait dans un plan d'entraînement. Donc voilà le plan de match qui est prévu pour les prochaines minutes. La première figure que je veux vous présenter, c'est celle-ci. Donc, c'est le résultat d'une étude qui a été publiée en 2012. Ça fait un petit moment déjà, mais c'est une étude très intéressante qui présente finalement la relation qui existe dans cette cohorte de personnes, la relation qui existe entre la vitesse spontanée de marche, donc c'est ce que vous remarquez ici sur l'axe vertical du graphique, donc relation entre la vitesse de marche et l'âge des personnes qui participaient à ce projet. Et ce qu'on constate effectivement, c'est qu'avec l'avancée en âge, bien, il semble y avoir un déclin de la vitesse spontanée de marche. Et donc, ce déclin qui semble se manifester là, un petit peu passé la soixantaine, quand on arrive vers 65 ans environ, ce déclin-là qui est un petit peu plus marqué. Et je prends un petit moment pour m'arrêter ou pour décrire de façon un petit peu plus précise là, la vitesse de marche. Vous voyez ici que la vitesse de marche est exprimée en mètres par seconde et je vais faire un parallèle ou présenter l'équivalence. Donc, quand on dit, par exemple, qu'on marche à 1,11 mètres secondes, bien, ça correspond à 4 km/h. Donc, ça nous permet peut-être un petit peu mieux là, d'avoir un aperçu de l'ordre de grandeur. Donc, vous voyez ici une vitesse de marche entre 1 et 1,5 mètres secondes, donc un petit peu au-delà de 4 km/h, et cette vitesse spontanée de marche bien, qui a tendance à décliner avec l'avancée en âge. Qu'est-ce que ça veut dire, vitesse spontanée de marche? Bien, c'est la vitesse, disons, naturelle, celle que vous adoptez dans la vie de tous les jours, quand vous avez à vous déplacer d'un endroit à l'autre sans qu'il y ait d'urgence, sans qu'il y ait de presse quelconque. Donc, c'est cette vitesse spontanée qu'on a tendance à adopter. Donc, déclin de cette vitesse de marche qui semble survenir avec l'avancée en âge. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a des impacts ou quels sont les
les conséquences de ce déclin de la vitesse de marche. Alors, on va y arriver, on va réussir à revenir à la présentation pour pouvoir changer la diapositive. Voilà, on y est. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'une réduction de la vitesse de marche est associée, donc, et là, je vais le dire d'une façon plus positive, c'est qu'une vitesse de marche spontanée plutôt élevée, c'est associé à une réduction de l'utilisation des soins de santé. Et encore là, donc ça, ce sont les résultats qui émanent de cette étude-là qui a été publiée en 2005 avec une importante cohorte de personnes qui ont été suivies en moyenne là, sur 5 ans. Donc, encore une fois, hein, une vitesse de marche spontanée qui est plutôt élevée, qui est associée à une réduction de l'utilisation des soins de santé. La bonne nouvelle, cependant, c'est qu'une amélioration de la vitesse de marche, c'est associé à une augmentation de l'espérance de vie. Et maintenant, donc, on va s'intéresser à ces méthodes qui peuvent être proposées pour éventuellement améliorer cette vitesse de marche tout au long du vieillissement. D'abord, je veux vous présenter ce modèle qui va nous démontrer dans quelle mesure la santé cardiovasculaire et puis le coût énergétique de la marche, dans quelle mesure est-ce que ces deux variables sont importantes dans le contexte du maintien de la vitesse de marche. Donc, on va illustrer ce modèle ou l'intérêt de ces deux variables avec un exemple. Donc, imaginons que à l'âge de 65 ans, le coût de la marche à 4 km/h représente 16 unités arbitraires, donc 16 unités d'énergie qu'on peut dire là, qui sont nécessaires pour marcher à 4 km/h. Je prends un instant pour définir ce que c'est que le coût de la marche, le coût énergétique de la marche. C'est la quantité d'énergie qui est requise pour marcher pour franchir une certaine distance. Et donc, on a intérêt à être plutôt économe. Donc, à ne pas dépenser trop d'énergie pour franchir une certaine distance, ce qui devrait nous permettre d'être en mesure de marcher sur de grandes distances, de marcher longtemps. Donc, on a intérêt à être plutôt économe dans nos déplacements. Donc, c'est ce à quoi on fait référence quand il est question de coût énergétique de la marche. Et l'exemple ici qu'on utilise, donc, c'est pour une vitesse de marche de 4 km/h, une estimation du coût de la marche à 16 unités arbitraires là, pour l'exemple qui nous intéresse ici. Au coût énergétique de la marche, on va ajouter une autre variable qui est d'un grand intérêt, c'est la puissance aérobie maximale. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce concept de VO2 max, qui est un indicateur très important de la santé cardiovasculaire. Qu'est-ce que c'est que la puissance aérobie maximale ou que le VO2 max? C'est la capacité maximale de transport et d'utilisation de l'oxygène depuis l'air ambiant jusqu'aux muscles pour des exercices d'intensité assez élevée. Ça représente un petit peu la limite supérieure là, de notre filière aérobie. C'est un indicateur très important de notre santé cardiovasculaire. Donc, imaginez ici un exemple où, à 65 ans, donc, on a une marche qui est effectuée à 4 km/h et ça nous coûte, le coût énergétique est de 16 unités d'énergie. Et ce qu'on comprend ici, c'est que la limite supérieure, donc notre puissance aérobie maximale, elle est de 35 unités arbitraires. Ce qui se passe avec le vieillissement, avec l'avancée en âge, c'est qu'il peut y avoir donc une altération de ces qualités, à commencer par le coût énergétique de la marche à 4 km/h. On sait qu'il y a une augmentation du coût énergétique de la marche, donc on devient un petit peu moins économe avec l'avancée en âge. Et voyez ici dans l'exemple qui nous intéresse, on marche toujours à 4 km/h, mais plutôt que d'utiliser 16 unités d'énergie, on va passer plutôt à 18 ici unités arbitraires ou unités d'énergie pour marcher à 4 km/h. Donc, une augmentation du coût énergétique de la marche pour la même vitesse de marche, on est un petit peu moins économe. Et en parallèle à ce phénomène, il y a une réduction de la puissance aérobie maximale, à peu près 10 % par décennie. Et donc, on se retrouve avec une réduction de la puissance aérobie maximale. Ce que ça fait, ça, c'est qu'on se retrouve avec ce qu'on peut décrire ici comme étant une réserve d'énergie
qui est moindre. Donc, le même effort, marcher à 4 km/h, va représenter un effort relatif qui est plus important. Alors, quand on avait 65 ans, dans l'exemple qui nous intéresse ici, marcher à 4 km/h représentait 46 de nos capacités maximales, alors qu'avec ces changements, l'augmentation du coût énergétique de la marche et la réduction de la puissance aérobie maximale, bien, le même effort, marcher à 4 km/h, bien, va représenter maintenant 57 de nos capacités maximales. Alors, en réponse à ces changements, ce qui peut être fait, c'est qu'éventuellement, on va réduire un petit peu la vitesse de marche pour retrouver une intensité relative qui sera un petit peu moindre. Donc, on comprend que ces deux facteurs-là, hein, le coût énergétique de la marche et puis la puissance aérobie maximale, ce sont deux concepts très, très importants dont il faudra tenir compte. Parmi d'autres facteurs aussi qu'il faut considérer en lien avec la condition physique, c'est la force et la puissance des membres inférieurs, la force et la puissance des jambes. La force, c'est très important. On peut facilement s'imaginer que la force des jambes, elle est importante pour pouvoir se déplacer dans son environnement, mais la puissance, c'est aussi un élément très important. La puissance, c'est le produit de la force et de la vitesse. Donc, il y a beaucoup de situations dans la vie de tous les jours où il faut non seulement produire une certaine force, mais il faut que les mouvements soient faits avec une certaine vitesse. Donc, on pense ici à un exemple, ce que j'ai tenté d'illustrer, par exemple, c'est quand on a, par exemple, à traverser la rue puis qu'il faut accélérer soudainement pour s'adapter aux modifications du trafic, un changement de lumière, de feu de circulation. Donc, il faut accélérer. Donc, on va solliciter de façon importante la force et la puissance des membres inférieurs. Un petit peu la même chose quand il faut se lever d'une chaise rapidement. Donc, encore une fois, on va solliciter de façon importante la force et la puissance des jambes. D'autres situations de la vie de tous les jours qui vont faire en sorte là, de solliciter de façon importante la force et la puissance, bien évidemment, quand on est en montée des escaliers, que ce soit dans la maison ou dans des espaces publics, effectivement, là, les qualités de force et de puissance seront très importantes. Et puis, dans un autre contexte, quand on est appelé à changer de direction, encore une fois, la force et la puissance des jambes qui seront mises à contribution de façon importante. Et pensons aux différentes étapes qui sont impliquées dans un changement de direction. Donc, on se dirige dans une direction. Et puis là, ça implique donc un certain freinage. Donc, il faut appliquer les freins si vous voulez. Il faut ralentir de façon importante la vitesse de marche pour pouvoir ensuite changer de direction et puis réaccélérer. Donc, toute cette procédure-là qui va faire en sorte que nos qualités de force et de puissance des membres inférieurs seront mises à contribution de façon très importante. Donc, voilà pour les principales qualités là, qui vont influencer de façon importante la marche. Maintenant, quelles sont les méthodes d'entraînement qui sont à notre disposition pour pouvoir améliorer ces qualités-là, puis éventuellement améliorer la vitesse de marche? Donc, on commence par présenter les exercices dits aérobies. Ce sont ces exercices pour lesquels les grands groupes musculaires sont sollicités de façon cyclique, rythmique, pour de longues périodes. Et puis là, on peut penser à de nombreuses modalités d'exercice. J'ai illustré ici de la marche sur tapis roulant. Ça peut éventuellement être de la course à pied. Ici, on a des exercices de type aérobie qui sont effectués avec des boîtes d'appui où on va faire différents mouvements, montée, descente en utilisant ces boîtes d'appui. Il peut y avoir aussi donc des vélos stationnaires, que ce soit des vélos, disons, dans une position plus classique ou des positions plus allongées pour qu'il y ait une augmentation du confort dans certains cas. On peut penser aussi à des exercices de natation, par exemple. Donc, tous ces exercices pour lesquels les grands groupes musculaires sont sollicités de façon cyclique et rythmique pour de longues périodes, vont solliciter de façon importante la filière aérobie et on verra dans un petit instant que ça peut avoir un impact important sur notre vitesse de marche. Il y a bien sûr, sans surprise, les exercices en résistance, donc ces exercices lors desquels les groupes musculaires doivent faire un travail ou tenir contre une force appliquée. Et là, on peut penser spontanément donc à l'utilisation
d'haltères, par exemple, mais ça peut être aussi d'autres modalités, simplement en utilisant différentes positions du corps pour pouvoir créer cette résistance. Il peut y avoir aussi l'utilisation d'élastiques qui peuvent être fixés à partir de certains objets dans la maison. Je pense à une porte, par exemple, où on peut fixer des élastiques et puis donc effectuer ces exercices contre une résistance de façon à améliorer éventuellement les qualités de force et de puissance de nos différents groupes musculaires. Revenons à notre modèle. Donc, celui-ci dans lequel on évoquait l'importance du coût énergétique de la marche et de la puissance aérobie maximale. Ce qui est intéressant, c'est que nos méthodes d'entraînement, celles qu'on vient d'identifier, peuvent améliorer ces deux facettes. D'abord, l'entraînement aérobie, que ce soit sur tapis roulant, sur vélo, par exemple, va pouvoir améliorer éventuellement cette puissance aérobie maximale, donc repousser un petit peu notre limite supérieure de façon à retrouver la forme qu'on avait il y a quelques années. Donc, nos entraînements aérobies qui peuvent être effectués à différentes intensités, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure. On peut faire des entraînements de plus longue durée à une intensité qui est un petit peu plus basse, mais on sait aussi que quand l'entraînement est bien supervisé, quand il y a une bonne planification de l'entraînement, on peut augmenter un petit peu l'intensité, réduire la durée des efforts pour pouvoir aller donc créer ces adaptations positives en lien avec la puissance aérobie maximale. Donc, nos exercices aérobie qui vont venir améliorer VO2 max et la puissance aérobie maximale. En parallèle, on sait que, et ça on le sait, entre autres en se référant à la littérature chez les athlètes, que l'entraînement de la force, l'entraînement de la puissance, l'entraînement donc de la force et de la puissance des membres inférieurs va améliorer le coût énergétique de la locomotion. C'est vrai dans le contexte de la performance sportive. Hein, si vous voulez franchir 5 ou 10 km en course à pied très rapidement, on a un intérêt à mettre en place un entraînement des qualités de force pour les membres inférieurs, de façon à être plus économe en course à pied. Ces concepts-là s'appliquent aussi dans le contexte de la marche. Il y a des évidences là, qui démontrent qu'effectivement, la mise en place d'un programme d'entraînement de la force des membres inférieurs va aider à réduire le coût énergétique de la marche, donc à être plus économe dans nos déplacements. Donc là, on a deux méthodes d'entraînement. L'entraînement de la filière aérobie, par les exercices qui vont être effectués sur tapis roulant ou sur vélo, par exemple, qui vont nous permettre d'améliorer la santé cardiovasculaire, de repousser un petit peu cette limite supérieure de façon à améliorer la puissance aérobie maximale. Et en parallèle, des exercices de force, spécialement pour les membres inférieurs, qui vont nous aider à être plus économes à la marche, donc à avoir un coût énergétique qui sera moins important pour effectuer nos déplacements. Donc, on peut penser effectivement qu'en mettant en place ces entraînements-là, en induisant ces adaptations positives, il y aura un transfert positif vers une amélioration de la vitesse de marche. Par contre, il existe d'autres méthodes et là, je mets l'accent sur le développement des habiletés motrices. On peut mettre en place aussi des exercices qui vont solliciter de façon importante l'équilibre. Hein, l'équilibre, ça fait référence à la capacité de stabiliser le corps, soit de façon statique ou encore de façon dynamique. Et ici, on peut penser à un déplacement qui est fait sur une plateforme dont l'espace est plutôt, dont la surface est plutôt réduite. Donc, les qualités d'équilibre qui vont être mises de l'avant. Donc, en proposant différents exercices comme ça qui vont solliciter l'équilibre, on peut développer donc, de façon générale nos habiletés motrices. En plus de l'équilibre, on peut proposer des exercices qui vont solliciter la coordination. Hein. Quand on parle de coordination, on parle de la capacité de réaliser des mouvements complexes de façon harmonieuse en impliquant les différents segments corporels. Et là, ici, c'est un exemple de jonglerie, donc de coordination œil-main. Donc, ce sont des mouvements complexes qui vont, à terme, améliorer les habiletés motrices. En plus de l'équilibre et de la coordination, on peut aussi travailler sur l'agilité. Qu'est-ce que c'est l'agilité? C'est la capacité de changer de direction de façon rapide et efficace en fonction des stimulations qui sont présentées dans l'environnement. Donc, il y a toutes sortes de parcours qui peuvent être proposés pour justement venir améliorer cette capacité à changer de direction
parfois en réponse là, aux stimulations qui sont proposées, qui sont présentes dans notre environnement. Donc, trois habiletés motrices très importantes, l'équilibre, la coordination et l'agilité, qui peuvent être améliorées via des programmes d'entraînement qui sont proposés. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que si on revient à notre modèle, ça ne change pas l'entraînement aérobie qui peut améliorer la puissance aérobie maximale. Ce qui est intéressant, c'est que cet entraînement des habiletés motrices, il y a quelques études qui démontrent, entre autres des études réalisées dans notre laboratoire, qui démontrent que effectivement, ce type d'entraînement qui va solliciter l'équilibre, la coordination, l'agilité, ben, ça peut réduire le coût énergétique de la marche et nous aider à retrouver donc une marche qui est plus économe. Et on peut penser qu'à terme, ben, ce sera une stratégie pertinente pour pouvoir justement maintenir, voire augmenter la vitesse de marche dans les déplacements de la vie de tous les jours. On a beaucoup parlé jusqu'à maintenant de capacités physiques, mais il semble qu'au-delà des capacités physiques, il y a d'autres facettes dont il faut tenir compte quand il est question d'analyser les aspects importants qui sont impliqués dans la marche. Alors, dans cette étude, c'est une étude très, très importante qui a été publiée en 1997. À cette époque-là, j'étais tout juste à la sortie de l'école secondaire. Cette étude qui a été publiée en 1997, dont le titre était très, très évocateur, S'arrêter de marcher en parlant pour prédire le risque de chute lors de l'avancée en âge. Et donc, ce qui a été remarqué dans cette étude dans laquelle on retrouvait 58 personnes, c'est qu'il y a des personnes qui devaient s'arrêter de marcher pour maintenir la conversation et d'autres personnes qui étaient capables de poursuivre la marche en parlant sans s'arrêter. Et quand on a suivi ces personnes-là sur une durée de 6 mois, on a remarqué que chez les personnes qui devaient s'arrêter pour parler, 83% d'entre elles ont éventuellement chuté, alors que cette proportion-là, elle était beaucoup moindre dans le groupe de personnes qui étaient capables de marcher et de parler sans s'arrêter. Donc, on était passé à 24% de personnes qui ont chuté. Et donc, ça démontre, c'est une étude qui démontrait l'intérêt de se préoccuper, bien sûr, du volet physique, de la marche elle-même, mais aussi éventuellement de fonctions cognitives. Et non seulement de se préoccuper des deux facettes, physique et cognitive, mais aussi parfois de s'y intéresser de façon simultanée. Qu'est-ce qui se passe quand on a à faire une tâche physique en même temps qu'une tâche cognitive? On voit bien qu'il y a un intérêt de considérer non seulement la facette physique, mais aussi la facette cognitive dans le contexte d'une analyse de la marche. Quand on parle de fonction cognitive, je ne suis pas un expert, ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais je veux prendre un petit moment pour qu'on puisse faire un exemple en fait de type de tâche cognitive qui est souvent utilisé pour vérifier éventuellement quels sont les effets des programmes d'entraînement sur les fonctions cognitives. Et cette tâche que je vous présente à l'instant, c'est une tâche classique qui s'appelle la tâche de Stroop et pour laquelle il y a 3 conditions. Il peut y en avoir 4, mais là, je vous en présente 3 de façon à avoir un exemple un petit peu plus concis. La première partie de la tâche est très simple. Pas trop de risque de se tromper. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de simplement nommer la couleur de chacun des rectangles le plus rapidement possible, évidemment, sans faire d'erreur. Et on suit le patron suivant, c'est-à-dire qu'on commence de la gauche vers la droite et puis du haut vers le bas. Alors, dans l'exemple qui suit, donc, ça ferait donc rouge, jaune, bleu, bleu, jaune et rouge. Donc, on essaie donc de nommer les couleurs le plus rapidement possible. Donc, ça, c'est la partie facile de la tâche. Arrive une deuxième partie de cette tâche cognitive où, cette fois, on va se retrouver avec une liste de mots qui vont représenter des couleurs, mais ce qui est particulier, c'est que l'encre qui est utilisée pour représenter le mot est différente de la signification du mot.
Donc ici, on retrouve le mot rouge qui est écrit ou qui est représenté par de l'encre jaune. Et ce qu'il faut faire dans cette deuxième partie de la tâche, c'est d'éviter la lecture du mot pour pouvoir éventuellement nommer la couleur de l'encre. Donc ici, si je suis le même patron, ça donnerait donc jaune, rouge, jaune, bleu, jaune et rouge. Donc il faut ici stopper la réponse qui est un petit peu plus automatique de lecture pour pouvoir se concentrer sur la consigne qui est de nommer la couleur de l'encre dans laquelle le mot est écrit. Alors, ça allait, pas trop difficile, même si c'est un petit peu plus complexe que la première tâche. Et là, on se dirige vers une troisième tâche qui, vous allez voir, que vous allez constater que c'est assez difficile. Et là, on va alterner les consignes. Donc, quand le mot n'est pas encadré, il faudra, comme dans l'exemple précédent, nommer la couleur de l'encre. Cependant, quand le mot est encadré, il faut simplement lire le mot qui est écrit. Alors, dans l'exemple, et là, je ne le fais pas parce que je ne le ferai pas au complet parce que j'ai peur de me tromper, puis avec le stress de la présentation, voilà, je ne vais pas me mettre trop de pression, mais juste pour donner un exemple ici, on se retrouverait avec jaune comme bonne réponse et suivi de bleu parce qu'ici, donc, le mot est encadré. Il faut donc lire le mot plutôt que nommer la couleur de l'encre. Donc, voici cette tâche de Stroop, où on passe d'une tâche de simple dénomination des couleurs vers une tâche un petit peu plus complexe où il faut éviter de lire le mot pour plutôt nommer la couleur de l'encre, à une troisième tâche un peu plus complexe où cette fois, on va alterner les conditions et donc solliciter de façon importante nos fonctions cognitives. Donc, c'est une tâche très, très classique qui est utilisée pour vérifier les effets des différents programmes d'entraînement sur nos fonctions cognitives. Je vous amène ici à une importante étude qui a été publiée, ça fait un petit moment déjà, c'était en 2003. C'est ce qu'on appelle une méta-analyse. Alors, qu'est-ce que ça fait, une méta-analyse? C'est en fait une analyse de l'ensemble des études qui ont été publiées sur un certain sujet. Et dans le cas qui nous intéresse, on a cherché à comprendre quels étaient les effets des différents programmes d'activité physique sur les fonctions cognitives des personnes âgées. Et à l'époque, on a répertorié 18 études qui ont été considérées pour cette analyse et les études avaient été publiées entre 1966 et 2001. Et donc, ce qu'on présente ici, ce sont les effets des différentes modalités d'entraînement sur les fonctions cognitives. Ce qu'on remarque ici, c'est qu'il y a des effets positifs associés à la mise en place d'un entraînement aérobie. Donc, l'entraînement aérobie qui permet non seulement d'améliorer la condition physique, comme on l'a vu tout à l'heure, mais ça permet aussi d'améliorer les fonctions cognitives et particulièrement les fonctions exécutives, celles qui ont été sollicitées dans la tâche dont on a fait l'exemple il y a un petit instant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de constater que le fait d'ajouter un entraînement de la force à l'entraînement aérobie va permettre d'augmenter les effets, les bienfaits, les bénéfices sur les fonctions cognitives. Donc, encore une fois, on se retrouve avec cet intérêt de combiner les méthodes d'entraînement. On évoquait tout à l'heure l'importance de solliciter la filière aérobie pour améliorer notre puissance aérobie maximale, pour améliorer notre santé cardiovasculaire. On évoquait aussi l'intérêt d'ajouter un entraînement de la force pour améliorer la puissance, la force des membres inférieurs, puis réduire le coût énergétique de la marche, donc faire en sorte qu'on est plus économe dans nos déplacements. Et puis, on se rend compte qu'en plus, la combinaison de ces deux méthodes d'entraînement nous permet d'améliorer de façon assez importante les performances cognitives. Donc ça, je pense que c'est vraiment intéressant de façon à mettre de l'avant l'importance de cette combinaison de méthodes d'entraînement. On revient avec nos méthodes d'entraînement qui vont développer les habiletés motrices globales, que ce soit l'équilibre, la coordination ou l'agilité. Ce qu'on constate, effectivement, et quelques études qui ont été publiées, entre autres par nos équipes de recherche, donc on a démontré qu'en plus des bénéfices de ces méthodes d'entraînement sur le coût énergétique de la marche, il y avait aussi des bénéfices qui pouvaient être répertoriés sur
les fonctions cognitives. Donc, ce qui fait ressortir que plusieurs avenues, plusieurs chemins, plusieurs méthodes peuvent être proposées pour améliorer, oui, la condition physique, mais aussi les fonctions cognitives, ce qui devrait à terme nous permettre d'améliorer la mobilité, la vitesse de marche dans nos activités de la vie quotidienne. Maintenant, je tenais à vous présenter cette figure qui est issue d'une étude qui a été publiée en 2016. En fait, c'est une revue de la littérature qui avait été publiée en 2016 par une équipe importante dans le domaine, où on essayait de présenter quels étaient les mécanismes, quels étaient les facteurs qui peuvent expliquer comment l'activité physique peut avoir un lien sur les fonctions cognitives. Et on a effectivement identifié des changements à plusieurs niveaux, donc des modifications moléculaires, métaboliques qui vont être induites à la suite de la mise en place de différentes activités physiques, des changements au niveau structurel et fonctionnel aussi, donc le cerveau lui-même qui peut être, ou certaines structures du cerveau qui peuvent être modifiées à la suite de la mise en place de programmes d'activité physique, mais aussi des aspects comportementaux, et on peut penser, entre autres, à une meilleure qualité de sommeil qui peut être associée donc à la mise en place d'une pratique régulière d'activité physique. Et là, j'aime penser, c'est une hypothèse, mais j'aime penser que va s'inscrire ou va se mettre en place un cycle favorable. C'est-à-dire que, en mettant en place donc, cette activité physique, ces programmes d'entraînement, on va induire une série d'adaptations positives qui, entre autres, en influençant de façon positive la qualité du sommeil, vont nous amener éventuellement à maintenir, voire à faire davantage d'activités physiques, à participer davantage aux différentes activités au quotidien, que ce soit par des sorties avec des amis, que ce soit des sorties culturelles et tout ça. Donc, on est davantage impliqué et on peut penser que ce cycle favorable dans lequel on retrouve de façon importante l'activité physique, ce cycle favorable ne peut qu'amener des bénéfices dans la mesure où l'activité physique est bien prescrite et bien encadrée. Maintenant, une question qui revient très souvent en lien avec la pratique d'activité physique, c'est qu'est-ce qui se passe si, pour différentes raisons, il faut interrompre la pratique d'activité physique? Est-ce que les bénéfices sont maintenus? Puis si oui, pour combien de temps? Il y a forcément différentes situations dans la vie de tous les jours qui peuvent nous amener à interrompre l'activité physique. Ça peut être des blessures, ça peut être le changement des saisons. Ici au Québec, donc parfois, c'est un petit peu plus compliqué de faire de l'activité physique pendant la période hivernale. Ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Le manque de motivation, parfois, le simple fait qu'on n'a pas toujours envie de s'engager dans la pratique d'activité physique. Donc, ça peut avoir effectivement une incidence. Et en 2013, avec notre équipe de recherche, on faisait pareil, donc une méta-analyse, encore une fois, c'est l'étude de plusieurs études qui ont été publiées sur cette thématique. Et à l'époque, on avait répertorié, il me semble, près d'une centaine d'études. Et là, on s'est intéressé, nous, aux effets de l'entraînement sur la force maximale. Et ce qu'on remarque ici, sur notre graphique, on a le déclin de la force maximale qui est observé en fonction de la durée de l'arrêt de l'entraînement. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des diminutions donc, significatives de la force maximale de 15 à 28 jours après l'arrêt de l'entraînement. Donc, assez rapidement, on observe un déclin des qualités de force maximale. Assez rapidement après l'arrêt de l'entraînement, on parle d'une période de 2 à 4 semaines pour qu'on commence à observer donc des effets plutôt négatifs ou délétères de l'arrêt de l'entraînement. Ce qui est important de noter, c'est que ces effets de l'arrêt de l'entraînement semblent plus marqués chez les personnes de plus de 65 ans et les personnes qui étaient inactives avant de s'engager dans le programme d'entraînement. Donc, ce qui laisse suggérer, ce qui laisse penser effectivement que c'est important autant que possible de maintenir la pratique d'activité physique sur une base régulière. Et je vous disais tout à l'heure que la force maximale est importante, mais la puissance musculaire aussi, c'est important. Et on se retrouve à peu près avec le même phénomène.
un déclin significatif des qualités de puissance qui est observé de 15 à 28 jours après l'arrêt de l'entraînement. Et encore une fois, phénomène qui semble davantage marqué chez les personnes de plus de 65 ans qui étaient inactives avant le début du programme d'entraînement. Donc, encore une fois, ça fait ressortir l'importance de s'engager dans la pratique d'activité physique sur une base autant régulière que possible. Maintenant, comment mettre en place cette démarche pour une personne, par exemple, qui est plutôt inactive, mais qui veut s'engager dans la pratique d'activité physique? Et ça, je pense que c'est un message important. Hein. Il n'est jamais trop tard pour s'engager dans une démarche qui vise à augmenter notre niveau de pratique d'activité physique. La chose à faire, c'est de consulter des kinésiologues, qui sont les personnes expertes en activité physique, qui pourront bien vous guider dans cette démarche. D'abord, en faisant une analyse de vos besoins en fonction de votre contexte et de vos intérêts. Donc, ça, c'est très important aussi de considérer vos intérêts. À partir de là, on va pouvoir faire une évaluation de votre profil pour identifier des forces et des faiblesses. Donc, dans le plan d'entraînement qui va suivre, on voudra maintenir les forces que vous avez, mais aussi tenter d'améliorer ces aspects qui, au moment de l'évaluation, présentent certaines lacunes. Ce sera important aussi de s'engager dans une démarche où la prescription de l'entraînement est individualisée. Donc, c'est une prescription d'entraînement qui doit tenir compte de vos besoins, oui, puis aussi de vos intérêts. J'y reviens parce que c'est important. On a vu qu'il y avait plusieurs avenues possibles, plusieurs méthodes d'entraînement possibles qui pouvaient être proposées. Et il y a intérêt, je pense, à ce moment-là, de tenir compte de vos préférences pour pouvoir s'engager dans cette démarche-là. Et une fois que l'entraînement est prescrit, il faut s'assurer qu'il y a un suivi de l'état de forme qui est effectué tout au long de la démarche, de façon à s'assurer que les adaptations qui sont créées par l'entraînement sont bel et bien celles qui sont souhaitées. Donc, je résume cette démarche qui peut être entreprise auprès des kinésiologues. D'abord, les professionnels vont mettre de l'avant une analyse de vos besoins pour bien comprendre où est-ce qu'on se situe. Ils vont faire une évaluation pour bien identifier le profil, identifier vos forces et vos faiblesses, ce qui va permettre une prescription individualisée de l'entraînement et puis la mise en place d'un suivi de l'état de forme pour s'assurer que vous progressez de la bonne façon dans ce programme d'entraînement au fil du temps. J'insiste là-dessus, il y aura une progression des activités et de l'entraînement qui pourra être effectuée selon vos besoins et vos intérêts en modifiant en cours de route certains paramètres. Alors, comment est-ce qu'on va faire progresser les activités? D'abord, on peut modifier un petit peu la complexité des exercices en rendant les exercices un petit peu plus complexes pour augmenter le défi. Je pense entre autres aux exercices qui vont solliciter les habiletés motrices. On pourra graduellement augmenter le niveau de complexité pour que le défi reste important et pour qu'on puisse continuer d'observer des adaptations positives. On pourra aussi modifier la durée et la fréquence des exercices, donc augmenter un petit peu la durée, éventuellement augmenter la fréquence des exercices dans la semaine. On pourra aussi faire varier l'intensité. En début de présentation, je mentionnais qu'on pouvait, entre autres dans le contexte des entraînements aérobie, vous faites du vélo stationnaire, par exemple, ou du tapis roulant, ou même une marche à l'extérieur, on peut faire varier un petit peu la relation entre la durée d'exercice et l'intensité de l'exercice. Donc, on pourrait penser à un exercice de plus longue durée, mais de basse intensité, ou pour certaines personnes, quand c'est bien suivi, bien prescrit, on peut éventuellement augmenter un petit peu l'intensité, mais réduire la durée de l'effort, puis obtenir des bénéfices aussi en lien, entre autres, avec la santé cardiovasculaire. Et on pourra aussi, bien sûr, modifier les modalités d'entraînement, par exemple en passant de la marche au vélo ou en incluant, par exemple, des exercices en piscine si jamais vous avez accès à ces équipements ou à ces installations. Quelques messages importants donc pour conclure cette présentation. D'une part, un rappel à l'effet que la vitesse de marche est associée à la longévité. Parmi les paramètres importants qu'il faut considérer, notons la consommation maximale d'oxygène, le coût énergétique de la marche, la force, la puissance des membres inférieurs, ainsi que les performances cognitives qui sont d'importante qualité associées à la vitesse de marche.
On a aussi évoqué que l'entraînement combiné de la force et de l'aptitude aérobie, c'est une méthode efficace pour induire des améliorations de la condition physique, mais pas seulement de la condition physique, de la cognition et éventuellement de la vitesse de marche. Donc, c'est une méthode très intéressante où on va combiner l'entraînement de la force et de l'aptitude aérobie pour améliorer la condition physique, la cognition, les performances cognitives et éventuellement la vitesse de marche. Des entraînements qui visent le développement des habiletés motrices globales semblent aussi être efficaces pour améliorer les performances cognitives et la vitesse de marche. Donc, ce sont d'autres possibilités qui peuvent être considérées pour induire des bénéfices en regard, entre autres, de la vitesse de marche. Et donc, ces résultats dans l'ensemble suggèrent que plusieurs interventions peuvent être proposées selon le niveau initial, la capacité d'adaptation, les besoins et les intérêts de la personne, de manière à favoriser un meilleur profil cognitif et physique. Cependant, le mode de vie actif devra être maintenu pour éviter le désentraînement. Donc, le désentraînement, c'est ce qui survient quand on arrête l'entraînement. Hein. Le désentraînement va représenter la perte des adaptations qui avaient été induites par l'entraînement. Donc, le mode de vie actif, autant que possible, doit être maintenu pour éviter donc de perdre les bénéfices qui avaient été induits par la pratique régulière d'activité physique. Alors, je vous remercie pour votre attention.